Salut Impeccable. Jonathan, très heureux de t'accueillir sur ce nouvel épisode du No Way Podcast. On va passer un petit bout de temps ensemble et tu vas un petit peu nous expliquer ton parcours, ce que tu fais dans ton quotidien, que ce soit en termes de neuro, de posturo, mais également dans ton rôle de owner de boxe, puisque tu es à owner de 100% CrossFit. Et on va tout de suite débuter ce nouvel épisode. Tu vas commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours professionnel, sportif. Je te laisse donc te présenter. Eh ben, déjà, merci, Thibaut, de m'accueillir sur ton podcast. Ça fait plaisir. Du coup, ben, moi, Jonathan Colombet, et ben, du coup, j'ai créé le système 100% depuis 10 ans. C'est la 10e année 2014. Donc, ça, c'est une grande fierté pour moi. Euh, D'où je viens, j'ai pas mal de bagages en tant que coach, de base foot, parce que j'ai joué au foot depuis tout petit. Après, je me suis un peu plus étendu sur les activités un peu de pleine nature avec un BP activité physique pour tous. Après, j'ai fait un DU de prépa physique. J'ai bossé au centre de formation à l'ASS pour ceux qui connaissent un peu en foot. Et après, j'ai fait un BP AG2F où je bossais dans une salle de sport où je faisais un peu de cours co, même si c'était pas mon fonds de commerce au départ. Et après, pas mal de coaching. Et pendant ce BP AG2F, ben, c'est là où j'ai connu le CrossFit et notamment avec un très bon ami à moi qu'on connaît un peu dans le CrossFit, Florent Paillasson. Donc voilà par rapport à ça. Et depuis maintenant que j'ai 100% CrossFit, ça a quand même pas mal évolué. J'ai toujours été amoureux du mouvement, de bien bouger, bouger correctement. J'ai vite compris que fallait être super vigilant dans notre coaching en tant que, on va dire, owner et en tant que responsable de coach et de structure. Et je me suis un peu plus poussé après sur le mouvement avec la méthode Strong Fit, Red Pill Training aussi, une méthode un peu plus anglo-saxonne. Et il me manquait quelque chose. Ça veut dire que il y avait des choses qui me convenaient pas. Je voyais des gens bouger correctement, techniquement, qui pourtant se faisaient mal ou pourtant manquaient de mobilité. Et là où j'ai trouvé un peu mon cursus là-dessus depuis maintenant 4-5 ans, ben, c'est sur tout ce qui va être fonctionnement de notre cerveau lié à l'activité physique. Donc c'est pour ça que tu disais que ben, je suis pas mal sur tout l'aspect posturo et neurologie. Et donc voilà, donc ça c'est mon credo. Qui est un peu pour moi lié avec ça, c'est aussi ce travail un peu de thérapie par le froid, parce qu'au final on se rend compte qu'il y a des gros des grosses stimuli pardon sur le fonctionnement de notre cerveau grâce à ça. Et donc, du coup, ben, maintenant, le but pour moi, c'est que les gens qui sont à ma salle ou les gens qui suivent mes bilans ou mes formations, ben, ils puissent avoir un aspect que j'aime bien dire holistique de la santé avec la gestion du stress, avec la récupération, avec le sommeil, avec tout ce qui va être lié à l'activité physique, le mouvement et la nutrition également. Donc voilà, ça fait pas mal de choses auxquelles je m'intéresse. Allez, on a eu un petit souci technique, donc on va reprendre. J'ai juste changé mes écouteurs. Donc une présentation qui nous donne une bonne cartographie de ce que tu fais donc aujourd'hui, John. Euh, Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à partir dans cette vision un petit peu holistique de l'entraînement, hormis l'aspect CrossFit, parce que je pense que le CrossFit, par le biais du CrossFit, tu as sans doute pu te rendre compte qu'il y avait sans doute certains manquements dans cette méthodologie. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené peut-être à partir, à orienter de manière un petit peu plus précise ta pratique, notamment autour de cette vision holistique, parce que le CrossFit a déjà une certaine vision holistique, mais c'est vrai il y a quelques petits manquements pardon, dans la méthodologie. Et finalement, qu'est-ce qui t'a amené à te rapprocher un petit peu de, de, de cette notion de neuro, de posturo, de pratique par le froid, comme tu as pu le dire dans ta présentation. Qu'est-ce qui t'a orienté là-dessus, en fait?
Ben, en fait, tu vois, je rejoins ce que vous aviez discuté avec Guillaume sur le dernier podcast là que j'ai regardé, où ben, à la base CrossFit, on parlait beaucoup d'intensité, et je pense que la méthode, elle était mal comprise, euh, parce que dans l'intensité, il peut y avoir du travail de renforcement ou de choses comme ça. Et comme ce qui était mis en avant, c'était pas ce côté renforcement, ben, on avait tendance à envoyer sévère. Et là, déjà, le comportement humain et l'étude du cerveau, c'est intéressant, c'est de se dire que bah, tout le monde va vers des choses qui les font progresser. Mais la problématique, c'est que si ça va trop vite, bah, en fait, le corps, à un moment donné, il ne suit pas. Et c'est en gros un des problèmes de CrossFit. Ça veut dire que créer de la haute intensité, ça fait progresser tout le monde et ça fait progresser plus vite que si tu, par exemple, ben, fais de la basse intensité, si tu vas faire un travail plus technique, par exemple sur de la gym ou des choses comme ça. Mais si on regarde au bout d'un an, la progression, elle sera meilleure si on n'est pas allé trop vite tout de suite. Et en fait, moi, c'est ce que je me suis rendu compte parce que ben, ça fait déjà 10 ans. Ben, je me suis rendu compte assez rapidement que il fallait pas aller trop vite tout de suite. Et c'est là où, entre guillemets, mon background de préparateur physique, ben, de coach également en musculation, ben, m'a permis de dire, ben, est-ce qu'on n'arriverait pas un peu à moduler tout ça. Et ma formation avec StrongFit, donc du coup de Julien Pinault, ça a été aussi un déclencheur parce que bah, lui, il a appuyé très tôt aussi sur ce qui pouvait ne pas fonctionner, par exemple, en CrossFit. Et par exemple, ben, tout ce qui va être travail isométrie, tout ce qui va être travail vraiment accentué sur l'excentrique, tout ce qui va être travail de porter, de déplacer, ça, c'est des choses qui maintenant arrivent, mais il y a 6 ans, ça n'existait pas. Tu faisais pas un hold au-dessus de ta barre de pull-ups il y a 6 ans. D'accord. Ou si tu le faisais, c'est que tu le faisais un peu dans ton coin parce que tu avais un peu de notion de prépa physique, mais ça ne se faisait pas. Maintenant, quand tu vois pour les games qu'il y a du farmer carry, il y a du yoke carry, il y a plein de choses liées un peu au strongman, c'est devenu maintenant habituel. Mais ça l'était pas avant. Et ben, comme tu le dis, parce qu'on s'entend très bien et je sais que sur ça, on est sur la même philosophie, bah, le but, en fait, c'est notre cube de préparation physique, il faut essayer de le remplir le plus possible. Bah, pour moi, CrossFit le remplit, allez, on va dire aux 2 tiers si je suis sympa, mais il manque quand même un tiers. Et ce tiers-là, ben, il faut essayer d'aller le chercher un peu autrement. Donc ça, c'est sur le côté mouvement, où je me suis posé cette question-là avec mon travail avec StrongFit. Après, il y a le côté un peu plus neuro, où, comme je le disais un peu dans ma présentation, ça a été en gros une problématique personnelle déjà. Ça veut dire que moi, avant, pour m'échauffer, pour aller faire du back squat, sincèrement, avant de soulever 100 kilos, il me fallait au moins 40 minutes d'échauffement. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas normal. Je me suis dit, le corps, il ne peut pas, en gros, se dire, ben, OK, Thibaut, il a besoin de 10 minutes, John, il a besoin de 40, une autre a besoin de 5, l'autre, il a besoin de 25. Je me suis dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si demain, on doit me courir après pour me tuer, je vais pas avoir besoin de 40 minutes pour sprinter. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais est-ce que il n'y a pas un chaînon, ouais, une chaîne manquante à ce que j'ai mis en place en gros, dans les formations que j'ai pu faire. Et je me suis dit, un jour, bah, toujours pareil, un peu dans ce côté un peu autodidacte, à lire un peu de bouquins, je me suis bah, rapproché un peu de l'Institut IP et de Matt Boulet, où bah, en fait, il parlait déjà beaucoup de neurologie fonctionnelle sur le fait de dire, bah, en gros, c'est très bien d'échauffer un muscle, c'est très bien de mobiliser un muscle, mais de toute manière, si la conduction, si la connexion ne se fait pas entre le cerveau et cette zone de notre corps, bah, de toute manière, il n'y aura rien qui va fonctionner. Donc moi, je me suis lancé sur ça à fond et on se retrouve ben, ouais, 5 ans après où maintenant, j'ai plus les douleurs que je pouvais avoir avant. Je dis pas que je m'échauffe pas, mais en tout cas, c'est pas un suréchauffement. Et ça, c'est important. Je le disais déjà il y a 5 ans, si vous êtes obligé de vous échauffer 40 minutes pour faire une tâche, c'est qu'il faut surtout pas faire cette tâche. C'est que pour l'instant, il y a quelque chose qui convient pas dans votre système et que votre système, il veut fuir ça. Donc voilà, c'est par rapport à ça que je me suis un peu mis là-dedans.
Et après, le côté vraiment santé, bah, éviter d'être tout le temps dans un côté toujours plus, bah, c'est ni plus ni moins que moi, j'ai fait un crash total c'était en 2015, non, 2016, je crois, où bah, en fait, ma vie, j'avais l'impression qu'elle me convenait bien, mais en fait, je faisais tous les cours de ma salle sur toute la semaine. Je m'entraînais 2 fois par jour. J'essayais de tout manager en même temps. Et il y a un jour où mon corps, il m'a dit stop, un gros chaos technique. Et là, ça a remis pas mal de choses en considération dans ce que je propose à 100%. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est un point qui est relativement commun finalement à toutes les personnes qui ont cherché à exploiter un petit peu la performance et qui, pour le coup, ont ensuite vite rebasculé vers la notion de sport santé, hein, au sens générique du terme, finalement. En effet, on en avait parlé dans un épisode avec Guillaume Guillou, qui nous expliquait aussi, lui, qu'il avait bâti un petit peu sa structuration et sa manière d'entraîner et d'accompagner les gens par une expérience personnelle. C'est exactement la même directive finalement que toi tu as pris. Tu es passé par une expérience personnelle où tu as testé des choses, où tu t'es rendu compte que s'entraîner beaucoup avec des hauts volumes d'intensité, etc., ça pouvait, entre guillemets, te mener à ta perte. Et du coup, ça t'a mené à pousser finalement, si je résume un petit peu la chose, à réorganiser un petit peu ton entraînement et à le reconsidérer, voir comment tu pouvais finalement peut-être être tout aussi performant, mais en utilisant des bras de levier un petit peu différents de ceux que tu actionnais avant. Comme tu disais, hein, le volume de manière générale amène toujours, le volume et l'intensité amènent toujours à un résultat. La question qu'il faut être en effet en capacité de se poser aujourd'hui, sur laquelle on a quand même pas mal de données, pas mal de réponses, des études qui sortent également. Le volume, c'est bien, en effet, ça mène forcément à la progression, mais par contre, pour combien de temps? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être en capacité de l'encaisser pendant un certain nombre de temps, d'autres pour qui ça va durer beaucoup moins de temps, et d'autres qui vont ne même peut-être pas du tout le tolérer. Ah, Donc, c'est c'est sûr. arriver à trouver un système d'entraînement et des biais qui vont être différents de ceux que tu as actionnés avant pour arriver peut-être à un résultat significatif ou en tout cas qui s'en rapproche au maximum. C'est vrai que moi, c'est un petit peu ce que j'ai l'habitude de dire aussi dans ma manière d'encadrer, d'entraîner et de coacher les gens. C'est d'être capable de s'appuyer à la fois sur son expérience, l'expertise qu'on a développée pendant des années pour justement ne pas redupliquer les mêmes erreurs qu'on a pu faire soi-même. Même si moi j'ai eu beaucoup de chance d'être toujours très très bien entouré, très bien encadré en termes de coaching. Donc ces erreurs ont été plutôt limitées, mais du coup ça donne quand même une certaine vision de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Là où je te rejoins complètement, c'est la prise en compte finalement assez générale de l'accompagnement, du suivi de la performance attention, quand je parle de la performance, je ne parle pas forcément des top athlètes de la compétition. Quand je parle de performance, c'est l'évolution globale des performances d'un individu, des performances physiques. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de le prendre d'une manière holistique, c'est-à-dire en abordant un petit peu les différents points qui gravitent autour du développement des qualités physiques, c'est une approche qui me semble être la plus juste. Parce qu'aujourd'hui, si on actionne, comme tu le disais, que certains bras de levier, c'est se priver d'un potentiel de développement qui est assez énorme. Est-ce que toi, par rapport à ce que tu as pu mettre en place autour notamment du travail de neuro, euh, quels sont tes retours, si tu veux, depuis que tu as mis ça en place? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un ordre d'idée des changements que tu as pu percevoir, que ce soit sur toi, mais surtout peut-être autour de tes pratiquants? Ça, c'est un truc que tu n'as pas dit, mais je sais que tu le fais, et je pense que bon nombre de box ou de structures, que ce soit de CrossFit ou même en tant que coach, je pense que c'est quelque chose que tu fais qui est
à mon avis, extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent dans ta structure, dans ta box, alors tu me diras, hein, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais je ne crois pas trop me tromper. Tu leur fais toujours un bilan de posturaux et peut-être neuro, pour être en capacité finalement de les coacher et de les accompagner de manière individualisée, tout en étant dans une logique de groupe, dans une logique collective qui est celle d'une classe de CrossFit. Comment tu as mis un petit peu en place tout ça? J'aimerais vraiment avoir ton avis et surtout ton expertise sur le sujet. Juste, avant de revenir sur ça, tout à l'heure, on parlait de performance. Souvent, ça se et j'ai vu encore un article là, que performance, c'est pas comme la santé, machin. Et tu l'as dit à juste titre, pour moi, en fait, la performance, c'est est-ce que quand on fait, en gros, quelque chose, est-ce qu'on est content de se voir évoluer? Et moi, en fait, je le dis à toutes les personnes qui sont dans ma salle, qui sont dans mes classes. Par exemple, je parle des tractions strictes. Si on veut évoluer vers un mouvement meilleur sur de la gym, bah, il faut être capable de faire des tractions strictes. Et en fait, il y en a quand ils voient performance, ils voient non, mais moi je veux pas faire compète, des choses comme ça. Mais en fait, tout le monde est dans la performance. Si on n'était pas dans la performance, on ne serait pas là en 2024. D'accord? Il faut bien l'avoir en tête. Ça veut dire que nos prédécesseurs, et c'est là où moi je m'intéresse au comportement humain, si on est là, c'est qu'on a été dans de la survie. Si on a été dans de la survie, c'est qu'à un moment donné, il a fallu peut-être se battre, il a fallu peut-être piquer de la bouffe à d'autres pour être là. Complètement. Donc, si on est là en 2024, ça veut dire qu'on est tous à notre niveau, à notre step, mais on est tous dans cet aspect performance à se dire, ben, ok, je suis content de progresser, je suis content d'arriver à faire des reps en plus, je suis content de battre peut-être un score sur un 5 km run, sur en gros une course à pied, ou que ça soit du trail, ou que ça soit n'importe quoi. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, par rapport à ce que tu me demandais, oui, toutes les personnes qui rentrent à 100% vont avoir pas mal de rendez-vous, notamment un qui est pas avec moi de base, c'est avec notre ostéopathe, pour faire un bilan structurel. Donc l'intérêt du bilan structurel, c'est de se dire, ben, il y a des gens qui ont pas de douleur, mais finalement, quand on regarde structurellement, il fait vraiment la base de moi. Ce que je fais dans mes bilans posturaux, c'est de visualiser les déséquilibres, d'accord? Les déséquilibres, que ce soit les bascules, que ce soit les rotations, que ce soit les asymétries. Et ce qui fait que moi, derrière, je peux nourrir un peu mes coachs en disant, bah, OK, il y a un tel, il arrive à la salle et il a peut-être des déséquilibres, il faut faire attention par rapport à ça. Et moi, ça me permet, cette personne, de la voir en individuel, c'est ce que j'appelle le rendez-vous starter, le rendez-vous de commencement de base, où je vais lui dire, ben, OK, on a eu le rendez-vous avec l'ostéo, ben, il y a peut-être ça qu'il faut faire attention. Et après, moi, je peux les basculer un peu plus spécifiquement vers un bilan postural et neuro que moi, je mets en place. Donc voilà. Après, par rapport à la salle, et ça, j'interviens auprès de Fit Process pour ça, pour les salles qui ont la programmation Fit Process, c'est que chaque semaine, il y a au moins un entraînement avec un travail de stimulation sensorielle, sensorimoteur, vraiment pour faire en sorte que petit à petit, on arrive à faire rentrer dans la tête des gens que on ne peut pas améliorer sa gym si de toute manière on a une sensibilité qui est trop importante au niveau des mains. D'accord. La problématique que j'ai avec ça et qui répond à la question que tu m'as posée, c'est que des fois, ça peut être tellement loin de l'acte moteur, c'est que les gens, par méconnaissance, et je le dis par méconnaissance, bah, en fait, ne voient pas l'intérêt et ils pensent que c'est magique. Donc, par exemple, faire de la balle à picot sur nos mains, bah, les gens n'arrivent pas à comprendre comment ça va améliorer mon épaulé, comment ça va améliorer, en gros, bah, mon mouvement en suspension. Alors que si on est connaissant du fonctionnement de notre cerveau, bah, on comprend que dans la base d'apprentissage, dans la base de stimulation de notre corps, bah, le tactile, c'est vraiment, entre guillemets, le sens qui va être important de stimuler pour le cerveau pour que derrière, il puisse rendre des réponses, on va dire, les plus optimales possibles. Si on a une sensibilité trop accrue au niveau de la main, bah, automatiquement, derrière, le cerveau, il comprend pas trop, ou il est en message un peu d'erreur. Donc, la réponse motrice, ça va être, par exemple, de bloquer les épaules ou de limiter le grip pour pas
aller, entre guillemets, chercher des choses que le corps ne peut pas faire à l'instant T. Donc ça, c'est le côté un peu, je galère un peu encore là-dessus. De toute manière, et je reviens sur la performance, mais il y aura une prise de conscience quand les gens se rendront compte que les meilleurs dans leur discipline le font. Là où j'ai commencé à exploser, quand je dis exploser, attention, hein, j'ai pas 8 millions de vues sur mes vidéos, mais en tout cas que j'ai eu beaucoup de messages, c'est quand Stade 2 a fait un reportage sur Teddy Riner qui était avec ses balles à picot, qui faisait des mouvements un peu en gros, sensoriels ou sensorimoteur. Et là, ça commence de plus en plus. Moi, je parle depuis 4-5 ans de s'entraîner des fois en basse intensité avec un scotch sur la bouche. Je dors même avec un scotch sur la bouche. On pourra en parler si tu le souhaites. Ouais, Ça fait 5 ans que intéressant. je l'amène. Et ben en fait, là, il y a une tenniswoman, la polonaise Swiatek, qui Diatec, oui. s'entraîne comme ça. Et les gens, bah, soit ça va être tout de suite dans la critique, parce qu'en fait, et je le prends pas mal parce que, encore une fois, je connais le comportement humain, mais on est dans un biais de confirmation. Ça veut dire, ben, on va rester dans le prisme que l'on est. C'est plus facile de rester dans mon prisme que de se dire, je vais m'ouvrir à d'autres choses. Et encore une fois, de base, c'est pour de la survie. Donc, les gens qui arrivent à sortir de ce prisme-là et de ce biais de confirmation, ben, ils vont se dire, ah putain, mais attends, elle fait ça. Et là, pareil, l'US Open, Melbourne, pardon, où il y a Djokovic qui fait du travail de saccade au niveau oculaire. Il y a pas un tennisman, un skieur, Odermatt, qui fait ça aussi. Donc c'est comme ça de toute façon que ça va y venir. Et moi, j'ai pas d'ego à me dire ouais mais tiens allez vous faire foutre, moi je faisais ça il y a 5 ans. Non, je m'en fous. L'important pour Ouais. moi c'est que les gens le prennent en considération et fassent en sorte que ça soit une réalité à prendre en compte. Après, je pense qu'il y a 2 choses qui viennent interagir, avec tes propos. La 1re chose, c'est qu'en effet, tout ce qui est nouveau, on a tendance à toujours un petit peu s'en méfier. Est-ce que c'est mauvais? Je ne pense pas parce que, à la sortie, on se retrouve avec des choses qui parfois, sont complètement, «farfelues» entre guillemets, et puis tu te retrouves, avec des gens qui, hem de quelque chose de quelque chose qui peut être partir d'un bon sentiment, par exemple, je vais reprendre ce dont tu as parlé au niveau de la respiration, tu sais, de mettre un scotch sur la bouche avec, et faire de la basse intensité pour, vraiment optimiser, la respiration et notamment la respiration par le nez et les échanges, qui peuvent être faits, par la respiration, nasale. Il y en a qui le détournent, en fait, et ça, c'est l'une des problématiques, c'est que les gens, veulent foncer sur un effet de mode, veulent, finalement, entrer dans la mouvance sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Ce qui amène, bah, parfois, voire même souvent à des dérives et à des aberrations, totales, hein. On en a vu, hein, notamment avec le scotch, des trucs complètement, ubuesques. Et pour moi, le 2e élément, qui est, comment dirais-je? Clé, et moi je le vois notamment, avec la pratique gym dans le milieu du CrossFit ou dans d'autres sports, hein, dans d'autres sports également, puisque j'ai la chance d'intervenir en tant que préparateur physique dans d'autres disciplines. C'est que tant que tu as pas des, entre guillemets «références» du domaine ou des top athlètes ou des top teams, qui ont mis, la méthodologie ou le principe en avant, et bah, c'est pas légitime, et ça, c'est pour moi, c'est un 2e aspect. Tu vois? Tout ce qui est, notamment tu le disais avec, les tennisman, avec les skieurs et cetera. Hem, Tu prends une nana comme Lindsey Vonn, qui est l'une des plus grandes skieuses de l'histoire. Toute cette préparation neuro, ça fait des années et des années qu'elle fait ça. Moi, je suis tombé l'autre jour sur des vidéos de 2011 ou 2012, où je la voyais, sur un camp d'entraînement où elle faisait, tout un travail de stimulation, visuelle avec différents, exercices de neuro. Donc on le sait, c'est pas nouveau. Par contre, tant que c'est pas démocratisé, c'est vrai que les gens ont un petit peu de mal à y apporter de la confiance et de l'intérêt, et c'est dommage parce que je pense que c'est comme dans beaucoup de milieux où, il y a un manque d'ouverture d'esprit, un manque,
finalement de manque d'intérêt. Les gens ont un petit peu de mal à s'intéresser à des choses qui peuvent être novatrices ou non, hein, parce que des fois, il y a des choses qui sont loin d'être novatrices, mais en tout cas, qui parce qu'elles sont pas faites par le plus grand nombre, ne le font pas. Et aujourd'hui, on a l'impression que les gens font plus les choses par tendance et par mode que par véritable intérêt, qu'on peut retrouver, dans l'entraînement. Quel est ton avis toi sur, justement tous ces phénomènes, notamment toi qui travailles, comme je le disais, avec le froid, toutes ces, interactions avec le travail de stimulation de neurones, notamment au niveau visuel et cetera. Quel est ton point de vue sur l'utilisation, en tout cas, de ces méthodes? Toi qui as l'habitude de les utiliser, régulièrement, qu'est-ce que tu en penses? En fait, hem, moi, l'objectif, in fine, c'est que les gens, ça leur permette, d'optimiser, leur fonctionnement et de faire en sorte de pouvoir avancer, donc d'évoluer. Si je viens sur le travail de neuro, il y a énormément de choses qui sont faites et qui sont plutôt bonnes dans l'entraînement. Par exemple, je vais citer GoWOD. Tout le monde connaît GoWOD, tout le monde. En fait, la question que moi je me pose, c'est pas de se dire est-ce que GoWOD c'est bien ou pas. La question, c'est de me dire est-ce que tout un chacun a le temps de faire GoWOD avant, de faire GoWOD après, de faire GoWOD à la maison, de faire GoWOD le matin en se levant. Et là, en fait, je pense que la réponse est clairement non. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que nous, les gens qu'on coach, c'est pas des gens qui ont 3 heures dans leur journée. S'ils ont 3 heures dans leur journée, bah, c'est que ça devient des athlètes. Peut-être qu'ils n'ont pas le niveau d'un athlète, mais ça devient des athlètes. Et il y a des gens comme ça. Moi, j'ai des gens qui à la salle peuvent venir 2 fois par jour. Ils l'ont, entre guillemets, organisé dans leur agenda et dans leur fonctionnement, mais ça, c'est très rare. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reprends un peu mon exemple du squat. Est-ce que finalement, ça m'embêtait de m'échauffer 40 minutes pour faire mon squat? Bah, si c'est quelqu'un qui a pas de douleur derrière, bah, en fait, ça va pas l'embêter parce qu'au final, il va faire ça, ça l'échauffe, ça le confirme parce que, bah, il y en a beaucoup qui font ça. Mais un jour, il va pas se poser la question de se dire: «En fait, ça me saoule. Ça me saoule de me mettre toujours 40 minutes pour juste gagner, 3 degrés d'amplitude dans mon squat». Et en fait, l'intérêt, c'est de se dire, est-ce qu'on n'optimiserait pas le fonctionnement de notre corps autrement qu'en jouant que sur un aspect musculaire? Et c'est là où c'est intéressant avec la neuro, ça veut dire que si on fait un vrai bilan, quelque chose d'individualisé et pas juste j'ai vu Thibaut faire ça, donc je vais faire ça, parce que moi, c'est souvent les retours que j'ai, hein. C'est-à-dire qu'on voit Djokovic avec ses deux petites palettes qui va se faire droite, gauche. Je suis persuadé qu'il y en a plein qui ont testé ça avant d'aller faire un squat ou avant. En soi, c'est pas grave, mais il faut juste avoir en tête que c'est comme pour tout en fait. Il vaut mieux que ça soit individualisé. Donc moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de permettre aux gens d'optimiser leur temps. Moi, j'ai des personnes qui ont un programme, un protocole. De base, c'est un protocole de 6 semaines après le bilan postural, bah, qui est propre à eux. Et en fait, quand c'est propre à eux et qu'on voit que on va augmenter les connexions, bah, au final, on a moins besoin de passer du temps à s'échauffer ou à même acquérir une compétence. Là, je suis sur un cycle de gainage. Tu as combien de personnes qui pensent avoir un bon gainage, mais c'est un gainage qui est réflexif. Ça veut dire qu'ils sont obligés de se concentrer sur ce gainage. Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne l'ont pas automatisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas les circuits qui sont fixés. Et deuxièmement, parce que le propre du coach, c'est de rajouter, de mettre toujours une couche là-dessus. Pense à ton gainage, pense à contracter tes abdos, pense à rentrer ton nombril, pense à. Mais en fait, non, on ne doit pas ça. Si on regarde les meilleurs haltérophiles du monde, si on te regarde toi, quand tu faisais tes compètes de haut niveau, est-ce que une fois sur tes anneaux, tu penses à ton gainage? Non. Non. Et on n'en a pas discuté. Mais non, c'est impossible. Parce que sinon, tu perds bien trop d'énergie, en fait.
Donc, tout est automatisé. Tu en parles beaucoup, le fait d'imager les choses. Mais t'imagines quand tu fais des inversions, si tu devais penser à ton gainage, tu devais penser à fixer tes épaules, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et là où je Et te c'est là rejoins l'intérêt. complètement je rebondis, sur ton propos Vas-y, notamment, vas-y. par rapport à cette notion d'automatisation, du geste où aujourd'hui les gens essayent toujours de trouver, entre guillemets «des raccourcis» ou, tu vois, tu sais le fameux tips ou, faire les choses par mimétisme. Mais ce qui est, dommage, c'est qu'aujourd'hui les gens manquent de profondeur dans leur pratique et je rejoins complètement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que les gens cherchent à faire des choses qui sont parfois hautement hautement complexes par rapport à des choses simples, en pensant que les choses complexes vont leur apporter une progression plus significative. Alors dans certains cas, oui, mais force est de constater que dans la plupart du temps, non, et notamment, par exemple, dans une pratique comme celle de la gymnastique où vous vous retrouvez avec des gens, qui vont vouloir faire du keeping, en suspension alors qu'ils sont incapables de maîtriser leur propre corps, sur un travail au sol, sur un simple holo au sol ou même sur des exercices beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples, hein. Une simple rétroversion, moi je suis absolument effaré à chaque fois que je vais sur des séminaires et que je demande simplement aux gens avec les jambes fléchies de leur demander de venir plaquer leur bassin, plaquer leur lombaire dans le sol et venir enrouler, donc rétroverser leur bassin. Le nombre de gens qui ne sont pas en capacité de faire ça et qui pourtant font des keeping pull-up derrière, c'est absolument effarant et c'est là qu'on se rend compte de toute la problématique. C'est que les gens aujourd'hui n'acceptent pas de passer beaucoup de temps sur des choses qui peuvent paraître simples, mais qui ont la nécessité d'être automatisées comme tu le disais, très bien. Tu vois, c'est une discussion que j'ai pu avoir avec les gymnastes que j'entraîne. J'ai eu pas plus tard que la semaine dernière où je leur demande tout le temps d'être dans un niveau d'exigence en termes de qualité dès le plus jeune âge. Et en fait, je leur ai clairement expliqué, je leur ai dit: «Si tu prends l'habitude, en étant petite, sur des choses simples, faciles à réaliser, de toujours être propre, c'est-à-dire tendre tes jambes, tendre tes bras et cetera», c'est des choses élémentaires de la gymnastique artistique. Je lui dis: «Si tu fais l'effort de le faire de manière quotidienne et de manière régulière, à un moment donné, tu n'auras même plus besoin de te concentrer dessus. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de faire de la gym, les jambes fléchies et cetera. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire Ouais. parce qu'en fait, j'ai tellement automatisé la notion de qualité dans l'expression du geste qu'aujourd'hui, détériorer cette qualité, ça me demande un effort. En fait, si je veux Oui. détériorer, il faut que je fasse un effort de détérioration et ça rejoint parfaitement ton propos et c'est là où je pense que les gens sont dans l'erreur, c'est de vouloir rentrer dans des tâches complexes sans même maîtriser des tâches extrêmement simples, et ça rejoint, complètement les fondements, me semble-t-il, de la neuro, quoi. Mais tu sais ce qui se passe par rapport à ça? Et c'est là où, quand je me suis formé sur le comportement humain, j'ai eu l'impression que dès lors que je me suis formé là-dessus, je me suis dit: «Mais en fait, tous les coachs du monde doivent comprendre ça». Parce que en fait, là, ce que tu dis, de toute manière, les gens, quand je dis les gens, je généralise, hein, donc attention, ne prenez pas pour vous personnellement, ils s'en contrefichent d'être capable de faire 5 strict pull-up avant de faire du keeping. Ils s'en battent les steaks. Pourquoi? Parce que un keeping pull-ups, c'est du statut social. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir montrer à leurs copains, à leur femme, à la personne qui est dans la classe que mon statut social ben, s'améliore parce que je te montre que je suis capable de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Tu vois, moi, je parle souvent du mouvement de muscle up comme un mouvement Paris match. C'est Ouais, exactement ça. Parce ouais, que je suis le d'accord. muscle up, en fait, c'est le Saint Graal. Ça veut dire, si tu le passes, tu as un statut social qui est imposé. Si maintenant, tu es le gars ou la femme qui se force pas à le faire, mais qui doit, à l'opposé de ça, euh, entre guillemets, s'entraîner pour faire des stricts, en fait, ça, c'est le besogneux qui est dans sa maison et qui a pas la couverture à lui, tu vois. Et si tu as quelqu'un et si tu as des gens, et ça c'est souvent, on a combien de personnes sont en manque d'estime, qui sont en manque de confiance. De toute manière, le but pour eux, ça sera de venir retrouver du statut social.
Donc, pour retrouver du statut social, ça passera pas par un travail de dur labeur. Ça passera uniquement à comment je peux impressionner le coach, comment je peux impressionner les personnes qui sont autour de moi. Et ça, les gens, ils peuvent pas s'en rendre compte. Va dire à quelqu'un qui veut faire un muscle up, ouais, en fait, c'est que tu veux impressionner les gens. Non, non, arrête de dire ça. Mais parce qu'ils l'ont pas en tête. C'est comme va dire à quelqu'un qui a une Tesla que, en fait, la Tesla, c'est pour économie d'énergie et statut social. Les gens, ils vont te dire non, non, c'est pour l'électrique, certes, je Ouais, suis bien ouais. dedans. Et en fait, c'est que ça. Ça veut dire que, ben, moi, maintenant, je dis pas que j'interviens pas sur ça parce que je veux pas que les gens me disent non, mais en fait, John, tu me l'as jamais dit. Moi, à chaque fois qu'on a une séance de gym, je leur dis 5 strict pull-up, c'est le minimum. Et pas 5 strict pull-up avec un arche dégueulasse, c'est en holo, en fermeture, et tu montes et tu tires. Maintenant, ben, il y a des gens qui vont faire du keeping, il y a des gens qui, s'ils le font pas à la salle, ils vont le faire peut-être dans un parc ou chez eux. Donc, ben, moi, je suis un peu dans les deux. Ça veut dire que je garde cette notion un peu, mais je préfère quand même leur renseigner quelque chose qui, je sais que de toute façon, ils le feront par eux-mêmes. Et Donc, tu sais, et c'est là où, on le retrouve pas mal chez certains coachs, tu vois? Tu prends l'exemple des pull-ups qui, pour moi, est un très, très bon exemple. Et je pense que c'est là où tu vois, moi, c'est un truc vraiment qui à la fois me dépasse et me fatigue profondément. C'est, tu sais, les coachs qui mettent, des élastiques pour, les pull-ups ou pour les moi, je muscle le up et fais. ou pour les muscle up et cetera. Moi, je le fais. Et Mais alors je le fais, moi je le fais aussi, hein. Je le fais aussi, ouais. Mais mais c'est encore pas une tout le fois, temps. alors déjà d'une, c'est pas tout le temps et moi j'ai je le dis, mettre des élastiques, encore une fois, je le fais des fois pour, être dans un schéma moteur et dans une trajectoire bien précise et dans un objectif bien précis. Par contre, on les voit, hein, les coachs, qui mettent les élastiques en permanence, vous la faites à qui vous voulez, mais par contre, moi, vous me la faites pas parce qu'en fait, je suis capable de déterminer, de voir si vous mettez les élastiques pour quelqu'un parce qu'il manque clairement de force et qu'à ce moment-là, vous le mettez pour pallier à son manque de force, ou si vous êtes dans un objectif, en effet, de trajectoire, d'un mouvement bien précis, de gagner sur la qualité du geste, etc. Et ça, pour moi, c'est problématique parce qu'en fait, l'objectif, c'est de satisfaire en fait l'ego de son client, de son adhérent, peu importe comment on va l'appeler. Et ça, pour moi, c'est grave parce qu'en fait, on n'éduque pas une personne, à l'amener, tu sais, la fameuse phrase, «Le plus important, c'est pas le résultat, mais c'est le cheminement pour arriver au résultat». Mm. Cette phrase peut paraître très bateau, mais pour le coup, elle est vraiment, pour moi, importante dans le sens où les gens aujourd'hui, il faut qu'ils apprennent à, s'enrichir et à être fiers du parcours accompli plutôt que du résultat. Tu as complètement raison dans la notion que les gens aujourd'hui veulent gagner un certain statut social. Tu sais, le fameux muscle up qui fait rêver tout le monde. Tu as complètement raison dans le sens où, en réalité, c'est un truc, tu vois, que je dis très souvent, dans, dans des posts ou dans des podcasts que j'ai pu faire, c'est que les gens aujourd'hui, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui, je suis persuadé que les performances en CrossFit seraient à peu près divisées par 2. Seraient divisées par 2 dans le sens où les réseaux sociaux sont, pour le coup, très bien en termes d'émulation, mais c'est aussi catastrophique parce que les gens aujourd'hui, veulent exister juste en mettant un post, une publication, une story, le machin, le ci, le ça, tu vois? Et pour moi, c'est là où c'est problématique, c'est que les gens, tu l'as évoqué en début notamment de ce podcast, les gens aujourd'hui ne s'entraînent plus pour développer des qualités physiques, ça c'est quelque chose que je répète très souvent aussi, mais ils s'entraînent pour acquérir telle ou telle skills ou telle compétence. Et ça, pour moi, Ben c'est oui. dramatique parce que tu te retrouves plus à développer un humain de manière générale, mais tu te retrouves à courir après des objectifs qui, en réalité, une fois que tu fais un muscle up, dans ton quotidien, est-ce que clairement de savoir faire un muscle up, ça va pouvoir changer ta vie ou ça va pouvoir te permettre de te sortir d'une situation dans laquelle tu vas être dans la merde un jour? Écoute, j'en suis Et ça, vraiment ils pas s'en persuadé. foutent. Ça, ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent. Parce que, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas conscience. Eux, ce qu'ils ont conscience, et attention, c'est moi, je me fais l'avocat du diable aussi, c'est ce qui se passe à l'instant. Et en fait, ce qui se passe à l'instant, c'est de se dire, là, il y a les Open qui arrivent. Si je peux me bouger le cul à arriver à faire un muscle-up, même si ça me démonte l'épaule, au moins pour les Open, je J'aurais une pourrais me rep. mettre en RX.
Ouais. Je me ferai en RX. Tu vois, c'est le même principe que moi, je m'intéresse énormément à l'écologie, réchauffement climatique, mais ça sera bullshit parce que de toute manière, ça ne parle pas aux gens. C'est dans trop longtemps. Et regarde, moi, je regardais beaucoup de choses, même déjà il y a pas mal de temps, où ils parlaient des partis politiques, des partis écologiques, tout ça, où en fait on disait le parti écologique, ça risquera pas de marcher tant qu'il ne parle pas de ce qui se passe à l'instant. Bah, si tu regardes maintenant les écolos, ils vont plus te parler d'économie, de pouvoir d'achat. Attention, donc j'ai pas leur programme en entier, mais en tout cas, ils en parlent bien plus ouvertement que ce qu'ils en parlaient avant. Parce qu'en fait, Mm. ils parlaient que des choses qui allaient peut-être se passer dans 50 ou 100 ans. Les gens, ils s'en tamponnent, ils s'en foutent. Donc moi, et c'est là où j'assume d'être comme ça, on revient sur les élastiques, de toute manière, les gens, tu peux leur dire: «Non, mais je te promets, Barbara, tu verras, faut vraiment renforcer, machin». Mais tu en as combien qui sont rigoureux? Tu en as pas, tu en as peu. Et quand tu vas dire aux gens: «Bah, ouais, mais tu m'étonnes que tu as mal à l'épaule, je te dis de faire un travail de renfort, je te donne même un truc, je prends du temps pour te le donner, c'est gratos, tu le fais pas». Mais ça veut bien dire que les gens, il y a pas qu'un côté, ils sont cons. Il y a un côté dans notre cerveau, ça c'est ce qu'on appelle les ganglions de la base, c'est le côté primitif, le côté plaisir, où de toute manière c'est du plaisir immédiat. Donc quelqu'un préfère aller passer un muscle up et avoir une petite douleur et peut-être en avoir pour 15 jours, que de se dire ok, j'ai écouté le coach et au final entre guillemets, ben j'ai pas eu ce Tu plaisir toujours pas, immédiat. ouais, bien sûr. Donc moi, en tant qu'honneur, bah, en fait, je suis obligé de jouer sur les 2. Ça veut dire que moi, ma philosophie propre, c'est la rigueur. Moi, il y a un jour, ma copine, et Dieu sait qu'elle m'a fait du bien sur ça, elle me dit: «Mais en fait, John, tu te rends pas compte ce que c'est le monde. En fait, ils sont pas tous comme toi à 2 heures du mat quand tu rentres en soirée à faire ton travail, oculaire, à faire». Ce podcast est sponsorisé par Northern Spirit, marque française de textiles dédiée à l'entraînement fonctionnel. Vous pourrez donc retrouver une large gamme de produits alliant confort et durabilité lors de vos entraînements. Tu veux donc combiner look et performance? Alors rendez-vous sur www.northernspirit-sport.com. Fermer tes yeux, à te faire tes bercements. Les gens, ils sont pas comme ça, en fait. Ils sont pas rigoureux comme tu l'es. Le jour où elle m'a dit ça, je te promets, Thibaut, je me suis dit, mais en fait, elle a raison. En fait, elle a raison. Je râle pourquoi les gens, j'ai 6 semaines de programmation. Les gens, ils payent 150 balles, un bilan postural avec 6 semaines, où moi, chaque semaine, je leur demande des vidéos, où je leur refais un retour. 150 balles pour un bilan de 2 heures et 6 semaines de programmation. Franchement, c'est pas cher, pas du tout, tu vois. Et en fait, il y a des gens, ils sont capables de pas faire les 6 semaines de protocole. Parce Ouais, que, mais tu encore vois, une moi, fois, moi, c'est quelque chose, tu vois, sur lequel j'ai la même réflexion que toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui, tu vois, moi, je faisais pas mal d'accompagnement un petit peu à distance avant sur la gym, etc. J'ai beaucoup réduit pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, tu as les gens au début qui sont pavés de bonnes intentions, etc. Et puis, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, tu as des gens qui payent quand même une certaine somme, hein. Tu vois, moi, un accompagnement, tu vois, sur 12 semaines, donc sur 3 mois, c'est avec une programmation, etc., c'est 180 balles. Donc, tu vois, ça fait à peu près 60 euros par mois avec une préparation, programmation individualisée. Donc, certains vont dire que c'est un coût, d'autres vont dire que c'est trop cher. Moi, je vous dis, c'est le prix que je le vends. Là n'est pas le débat, on s'en fout complètement. Mais pour te dire à quel point 180 euros, moi, je trouve que c'est quand même une somme, déjà. Et quand tu mets 180 balles là, bah, tu les mets pas ailleurs. Et bah, tu as des gens, tu vois, tu leur dis, mec, par contre, dans la programmation, donc tu as ta programmation, par contre, je veux un petit rapport, tu me fais un vocal, tu me fais une vidéo, peu importe. À la fin de chaque séance, bah tiens, aujourd'hui, Thibaut, ça s'est bien passé, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Je me suis senti bien là. Là, sur telle ou telle chose, j'étais un petit peu moins bien, etc. Peut-être parce que j'étais fatigué. Point final, tu vois, aujourd'hui, on a des vocaux, on a des trucs qui sont hyper simplifiants pour faire des retours, des trucs comme ça. Eh ben, tu peux être sûr que les mecs vont payer la somme et tu peux être sûr qu'au bout de 2, 3 semaines, tu es obligé de leur envoyer un message en leur disant: Eh gars, oublie pas de me faire un petit point. Bah, en fait, tu le fais une fois, 2 fois,
Et la troisième fois, bah, en fait, tu le fais plus. Tu le fais plus, tu Oui, arrêtes de leur envoyer un message. Et par contre, au bout des 3 mois, la plupart du temps, c'est des gens qui vont dire, ouais, ouais, franchement, je suis bien, je suis content, j'ai progressé, mais je pensais que j'allais basculer, tu vois, si on prend l'exemple d'un muscle up, je pensais qu'au bout de 3 mois, putain, j'allais valider mon muscle up. Mais gars, en fait, t'es en train de te plaindre d'un résultat d'un travail que tu n'as pas fait. Je t'ai demandé de m'envoyer des vidéos, je t'ai demandé de me faire des bilans, je t'ai demandé de m'apporter ton ressenti pour qu'en fait je fasse un travail qui est pointu, qui est précis. C'est-à-dire que j'optimise chacune de tes séances, c'est-à-dire que je t'apporte des corrections ciblées, claires, nettes et précises. Surtout sur le travail à distance, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. Surtout en gymnastique, c'est quelque chose qui est assez complexe parce que moi j'ai besoin de voir bouger les gens en direct. C'est pas forcément évident, tu vois. Et mais c'est moi, quelque chose, tu vois, qui me dépasse. Je me dis, putain, mais quand tu t'engages dans quelque chose, comment tu ne peux pas le faire à fond? D'autant plus, mais parce surtout qu'en quand fait, tu mets une somme sur la table. parce que toi, en fait, ben, on est pareil là-dessus. C'est pour ça aussi on s'entend bien. Mais c'est parce qu'en fait, toi, tu as été dans la rigueur. Tu vois? Clairement, Là, c'est en clairement. fait, ce qui se passe, en fait, c'est exactement. Et des fois, moi, je peux pas être tout le temps dans la critique sur ça. Moi, ça peut être le cas des fois. Des fois, j'achète un bouquin, je me dis, putain, il est trop bien ce bouquin. Mais en fait, le bouquin, je l'ai toujours pas ouvert parce que en fait, j'en ai d'autres, parce que tu vois ce que je veux dire. Ouais, Là, bien moi, sûr. j'ai acheté ta formation au gym. Tu sais, on en avait parlé. Ouais, bien Bah, sûr. en fait, j'ai pas terminé encore parce que j'ai mon mastermind de posturo, mais j'essaie de me cadrer. Et c'est là où c'est l'important, en gros, de ce travail au niveau comportement humain, de se dire, ben, faut réfléchir avec le cortex préfrontal et pas être tout le temps dans ce besoin de plaisir incessant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et si on en revient avec le prix, on n'est pas là pour discuter est-ce que c'est bien ou c'est pas bien le prix, mais en fait, le prix, c'est souvent une excuse pour beaucoup de personnes. Ah, bah, Parce bien que sûr, bien sûr. si je reviens un peu sur le côté, en gros, statut social, bah, en fait, tu achètes une paire de Metcon, une paire de Fuse de Puma, tu achètes une paire de Nano, bah, en fait, tu l'as ton programme, hein. Ouais. Allez, deux. On va dire si tu achètes sur Vinted deux. Mais est-ce que finalement, tu as besoin de ces deux paires? Bah non, mais les gens, oui, ils en ont besoin parce que c'est sur du plaisir immédiat. Tu ne peux pas leur donner ce qu'ils peuvent avoir avec les réseaux sociaux, avec le fait d'acheter direct. On ne peut pas parce que nous, on n'est pas des vendeurs de rêves. Demain, si tu vends du rêve avec tes programmes, si tu vends du rêve avec tes programmes en mettant euh, progression sur 6 semaines, bar muscle up de une traction à un bar muscle up en 6 semaines, mais tu verras, tu auras du Ah, monde. t'as vu certains posts il n'y a pas longtemps sur les réseaux, là. Franchement, je te Et, promets, j'ai rien vu. ben Non, non, j'ai rien moi, je vu, te mais en dis, fait, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je le t'as des vois en coachs qui te vendent permanence, en ça. fait. Tu as des Et coachs qui te oui, vendent ça aujourd'hui. Bonjour les amis, on est à 6 semaines du départ des Open. Si dans 6 semaines, tu veux pouvoir faire les Open et pouvoir claquer ton premier muscle up pour les Open, c'est le moment. Prends ma programmation parce que si tu as les prérequis, bah, dans 6 semaines, en fait, mec, tu vas pouvoir faire les Open, tu vas pouvoir t'inscrire en RX et tu vas faire dans ton road ton premier muscle up. Mais de qui on se fout? De qui se moque-t-on? Arrêtons de. Et tu vois, ça, c'est des gens en plus de ça qui remettent une pièce dans le jukebox, tu vois, et qui confortent les gens dans cette idée qu'en fait, en peu de temps, eh ben, on peut atteindre. Alors, j'exagère, tu vois, le résultat de tes rêves, mais on n'en est pas bien loin, tu vois. ouais. Et ça, c'est grave parce qu'on n'amène pas les gens, en effet, sur un cheminement. On les amène pas dans une notion de gars, ça va être long, ça va prendre du temps. Par contre, une fois que tu vas savoir faire, tu vas pouvoir le faire durant les 10 prochaines années. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans 10 ans, tu ne seras pas blessé. Tu ne seras pas blessé Ah parce que oui, tu auras eu un mais apprentissage qui est carré, qui est précis, qui a été fait avec parcimonie, même si ce n'est pas forcément vraiment le bon terme. Mais en tout cas, tu auras construit ta progression étape par étape et en respectant un processus. Et aujourd'hui, ça, les gens, le processus, en effet, ils s'en tapent complètement et tu te mais ils retrouves s'en avec foutent parce des... que dans Ouais, 10 vas-y, je ans, t'en je suis prie. désolé, je t'interromps, mais dans Ouais, 10 ans, ils feront autre chose. ouais, C'est du c'est ça. consumérisme. C'est du Mm. consumérisme de toute manière. Là, ils viennent consommer. Et encore une fois, c'est pas une critique. C'est pas la société qui veut ça. Tu C'est un vois, constat. C'est un constat. pendant beaucoup d'années, j'ai pensé que c'était la société qui voulait ça. Non, la société, elle a juste compris le fonctionnement de cette partie de notre cerveau qui va amener ce circuit de la récompense. Et c'est exactement ça, en fait. Ça veut dire, c'est exactement ça. Si je finalise un peu sur ce que je disais tout à l'heure, moi, j'assume de faire des
pull-ups avec assistance. Je l'assume. Parce que je suis content que des fois les gens puissent se dire j'ai la même gestuelle que les autres ont. Et en fait, ça, moi, je l'assume. Donc, en dehors, ça n'enlève pas que je leur fais faire une série de keeping avec d'assistance, une série où c'est que du travail d'excentrique pour développer la force. Il y en a, au final, ils resteront comme ça toute leur vie et ils progresseront pas. Ceux qui vont râler, je vais leur dire, bah oui, mais si tu râles, ok. Maintenant, est-ce que tu as vraiment l'envie d'être Fais le job. rigoureux, de pouvoir faire le job? Mais ça, moi, je l'assume. Parce que sinon, si je suis une salle où je dis il y a que du renfort, tant que tu fais pas 5 strict pull-ups, tu fais pas un keeping, j'aurai personne dans ma salle. J'aurai personne. Donc, tous ceux qui se touchent un peu avec toutes ces choses-là, ça me fait aussi sourire. Parce que finalement, c'est pas une vérité. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Et moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et que je fais de manière assez régulière, alors que ça soit lors de stages, de séminaires, ou également que je fais avec les gymnastes que je peux avoir. C'est que je fais, en fait, j'appelle ça un apprentissage inversé. C'est-à-dire que je leur fais faire le skills, donc de manière détournée, que ce soit une pull-up, que ce soit un muscle-up, notamment avec du système auto-tracté, des systèmes de contrepoids, etc. Et une fois qu'ils ont goûté au truc, je leur dis, voilà, maintenant tu sais ce que c'est que de faire un muscle-up. Maintenant, pour arriver à faire un muscle-up sans ces artifices, bah voilà ce qu'il va falloir que tu fasses. Mm, Tu as goûté au truc, tu vois. C'est une manière d'appâter les gens, tu vois. mm, Goûte au truc, kiffe la sensation, rends-toi compte que ouais, en effet, c'est kiffant, c'est grisant. Maintenant, si tu veux arriver à le faire sans les artifices qu'il y a autour, voilà quel va être le processus, voilà quel va être le chemin. En effet, tu es toujours obligé de goûter un petit peu au truc pour derrière te dire oui, ça me plaît, oui, j'ai envie d'y aller, oui, ah bah ok, ouais, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc maintenant, le mm, processus, bah ouais, je vais le prendre, je vais le faire parce que j'ai envie d'arriver à l'aboutissement final, etc. Et en fait, des fois, tu te rends compte que tu as des gens qui vont faire le muscle-up, qui vont dire ouais, c'est cool, ouais, ok. mais pas Ouais, plus. mais en fait, pas plus que ça, Ouais, c'est quoi. ça. Finalement, en fait, je Donc, ils préfère vont faire des rester burpees dans. et des box step-up, tu vois. Mais c'est ça, Voilà, exactement. une fois qu'ils ont atteint le truc, donc en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément quelque chose qu'ils veulent vraiment, c'est juste y goûter, et puis une fois que tu as goûté, bon, bah voilà, c'est bon, Mm. Et c'est j'ai là où mangé ma part du après, gâteau, ça suffit. ouais, et c'est là où après, il faut faire attention. Encore une fois, je reviens sur ce biais de confirmation, de pas rester et de pas coacher les gens comme nous on est. Et ça, en Exactement. fait, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire que, en fait, moi, ça m'arrivait en fait des fois pas de péter un câble, mais dans une séance, de dire, oh mais les gars, en fait, ça vous fait rien. Ça fait 2 ans que vous n'avez pas progressé d'un copec sur vos strict pull-ups. Mais en fait, il y en a, ils s'en Ils foutent. s'en foutent. Il Ouais, y en a, en fait, ils viennent ils s'en là parce foutent. que ça leur fait du bien, parce qu'ils savent qu'ils sont bien coachés, mais au final, ça ne va pas leur changer leur vie. Alors que si on pense savoir que ça leur fait défaut, mais c'est parce que nous, en fait, moi, je ne me vois pas faire un mouvement et de me dire, deux Deux ans ans après, après, tu es je au sais même toujours endroit. pas Ouais. le faire. Ouais. Mais c'est impossible. Mais en fait, ça, c'est le biais de confirmation. C'est comme le biais de confirmation de dire, euh, j'ai de grosses mobilités, donc en fait, à ma classe, à ma session, je les fais peu s'échauffer parce qu'en fait, Ils n'en ont pas besoin. je donne l'échauffement comme moi j'en aurais besoin. Et là, je prends juste un petit exemple de ça. Avant d'avoir ma salle, je faisais des cours un peu type Les Smith. Et il y avait un cours, c'était le cours de body balance. C'était un peu un travail un peu yoga, stretch. Les gens, il y en a, en tout cas ceux qui galéraient sur ce cours, ils préféraient le faire avec moi. Parce que moi, en fait, j'étais tellement, en gros, pas ample, pas souple, pas gracieux, qu'en fait, j'étais obligé de proposer plein d'options parce que je sais ce que les gens pouvaient vivre. Ouais, Et bien en sûr. fait, ces gens-là, ils se retrouvaient dans ça. Et tu vois, et moi, je suis content d'avoir eu, entre guillemets, ce défaut de mes qualités, de ne pas avoir beaucoup de mobilité de base, parce que c'est ce qui m'a amené à travailler sur le mouvement, c'est ce qui m'a amené à me dire, bah, attends, il y a peut-être un petit problème neuro avant, et tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est très marrant ce que tu dis parce que je me retrouve complètement dans tes propos. Moi, aujourd'hui, je suis très fier de préparer des gens
et de les accompagner sur de la préparation physique, des programmes de réathlétisation, etc., mais surtout sur la partie préparation physique. Euh, pour la petite anecdote, quand j'étais gamin, rien ne me prédestinait à la petite carrière que j'ai eue dans le milieu de la gym pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais physiquement très très faible, acrobatiquement très très mauvais. Bref, j'avais quand même vraiment pas grand-chose pour pouvoir réussir en gym. Et, euh, et étant petit, j'étais toujours, toujours, toujours à la traîne en termes de préparation physique par rapport aux autres personnes de mon groupe. Bah, et voilà, des grands segments, des grands bras de levier, etc. Donc, bah, forcément, des muscles assez longilignes, une typologie de muscles très longiligne, pardon. Et du coup, ce qui fait que bah, j'étais toujours en retard. Et je me rappellerai toujours de cette phrase. Et tu vois, j'étais pas vieux, hein, je devais avoir 8-9 ans. Et un jour, mon coach de l'époque, il m'a dit, tu verras ta plus grosse faiblesse d'aujourd'hui, ça sera ta force de demain. Et tu vois, c'est une phrase qui m'a marqué parce qu'aujourd'hui, tu vois, je m'en rappelle encore et je la cite souvent, dans le sens où en fait, j'en ai tellement chié, j'ai tellement galéré, il a fallu tellement passer par des détours et des détours et des détours pour apprendre la gym et pour développer les qualités musculaires, qu'aujourd'hui, ce chemin de croix, entre guillemets, je le connais. Je sais ce que c'est que de devoir être patient, etc. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, tu vois, qui ont du mal à être patients, j'ai aucun mal à les comprendre et à être empathique sur ces aspects-là parce que je sais ce que c'est que de passer par là. Et tu vois, je leur dis, Mmh. j'ai aucun scrupule à leur dire, je suis passé par là, je sais à quel point c'est pénible, je sais à quel point c'est difficile. Par contre, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et du coup, tu vois, c'est intéressant parce que lorsque tu as été, je trouve que l'expérience en tant qu'athlète est intéressante dans ce sens-là. Dans le sens où tu n'avais rien pour réussir, mais qu'à la sortie, tu as quand même fini par réussir. Plutôt que celui, tu vois, qui a été un peu talentueux. Il y en a, hein, tu vois, aujourd'hui, des anciens gyms, d'anciennes gymnastes particulièrement, qui étaient des gymnastes extrêmement doués, de très très bonnes gymnastes, qui étaient même des gymnastes de haut niveau et qui aujourd'hui sont dans le milieu du CrossFit et qui aujourd'hui essaye de t'expliquer que c'est quand même pas bien compliqué de faire un muscle-up en 6 semaines. Mais meuf, en fait, tu as des qualités Bah oui. athlétiques qui étaient déjà hors normes quand tu faisais de la gym. Dans le CrossFit, bah, l'expression de tes qualités physiques sont encore plus hors normes. Donc, venir expliquer aux gens que c'est pas bien compliqué de réussir un muscle-up en Bah six oui, mais semaines, parce que, bah forcément, toi, tu te bases sur ton expérience. Par ah contre, oui. moi, je peux t'expliquer ce que c'est que d'être vraiment un naze de chez naze en termes de qualité physique. Et moi, je vais t'expliquer, par contre, que c'est très très loin d'être facile de faire un muscle-up, un strict muscle-up ou un keeping muscle-up, peu importe. Nous, pour le coup, en gym, on ne connaît pas le keeping muscle-up, c'est le strict muscle-up. Voilà. Ouais. C'est hautement compliqué. Moi Bah pour oui. faire mon premier strict muscle-up, 5 à 6 entraînements par semaine, il m'a fallu un an. Voilà, tu vois, tu remets clairement l'église Ouais, au milieu du ouais. village. Un an de travail. Donc, venir expliquer à quelqu'un qui a 40 ans qu'en 6 semaines, il va faire son premier muscle-up alors qu'il fait tout juste trois stricts pull-up, et c'est du mensonge absolu. C'est du Mais mensonge en fait, absolu. c'est comme Et tu là, dis, il y a deux l'expérience, pour choses. le coup, C'est elle est que, négative. bah oui, mais en fait, il y a deux choses. C'est que la première chose, c'est que cette personne, finalement, peut-être elle fait pas mal. C'est juste qu'elle se dit, bah moi, j'ai pu le faire aussi vite, donc pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres, ils ne le feraient pas? Ouais, c'est exactement ça. Pourquoi les autres ne le feraient pas? La deuxième, c'est que en termes de marketing, bah, tu vends bien mieux en disant ça qu'en te Ah, ça, c'est disant, sûr. bah, OK, on va faire un programme de 3 ans. Et ensuite, la troisième chose, donc je parle pas de tout le monde, d'accord, mais c'est qu'en fait, il y en a, c'est des programmes à distance. Donc la personne, elle va faire ses 6 semaines, elle a payé son programme. Finalement, que la personne, elle soit au bord du gouffre en se disant, ça m'a juste montré que j'étais une grosse merde. La personne qui vend, de toute façon, elle a vendu. Tu sais, Ouais. tu vends 100 programmes, donc tu regardes pas sur 100 programmes ce que font les gens. Et après, si j'interviens un peu par rapport à ça, bah, l'intérêt aussi, c'est de voir dans l'autre sens. Je reprends l'exemple de ma compagne. C'était une athlète de 4H, de 400 haies de haut niveau. Elle, tout ce qu'elle touche, c'est de l'or, tu vois. Ça veut dire que tout devient simple. Et Ouais. en fait, passé un moment, bah, maintenant, je la connais et j'ai compris un peu ce fonctionnement-là. C'était en fait, elle m'exaspérait. Pas à tout arriver. Mais c'est que dès qu'elle n'y arrivait pas, Elle style, ne mais comprenait pas 15 pourquoi ça minutes. marchait pas. Mais oui, 15 minutes.
la première fois qu'elle a touché des anneaux, après, elle avait les prérequis, hein. La première fois qu'elle a fait toucher des anneaux, elle a fait un muscle up en strict. Ouais. La première fois. Moi, c'est comme tu dis, je suis pas gymnaste, mais moi, je peux te dire que j'ai galéré avant d'aller faire un mouvement de muscle up. Et donc, en fait, après, ces personnes-là, on peut en avoir des comme ça aussi à la salle. C'est des gens qui sont un peu impatients parce qu'ils savent que habituellement tout était plutôt facile. Soit parce que ça a été vraiment le cas pour des sportifs de haut niveau, ou soit c'est parce que bah, maintenant on veut tout de suite. Donc c'est là où moi, ça m'a appris en tant que coach aussi à me dire, bah, ok, ne t'en prends pas à cette personne. En fait, elle veut pas te faire refléter que toi, tu as galéré, tu vois. Parce qu'en fait, la facilité du coach, c'est de dire, non, mais en fait, tu te rends pas compte, moi, je. Et en fait, ferme ta gueule en tant que coach, tu Ouais. vois, t'as pas parlé de toi. On C'est, s'en fout. ok, Ouais. en fait, je vais juste expliquer que, ok, tout ce que tu as touché, c'était de l'or, mais c'est pas tout le temps comme ça, tu vois. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes pour devenir un meilleur coach. Et ça, je pense que tu vois, c'est à mon sens, hein, c'est la chose la plus difficile quand on est coach. Du coup, c'est de ne pas dupliquer son expérience, mais par contre de s'appuyer dessus. S'appuyer Ah dessus ben et de se oui, dire c'est sûr. quelle chose j'ai pu rencontrer, quelle difficulté j'ai pu rencontrer finalement dans mon parcours et qui va pouvoir correspondre à la personne en question sur laquelle je vais pouvoir lui apporter peut-être un déclic, peut-être un élément facilitateur qui va lui faire comprendre la chose. Aujourd'hui, pour moi, tu vois, la grosse difficulté du coach, c'est pas d'enseigner la technique, c'est pas dur ça. C'est pas dur, entre guillemets, quand tu as la connaissance, quand tu as la compétence, c'est pas compliqué. Par contre, aujourd'hui, ce qui est dur en tant que coach, c'est d'apprendre aux gens à être patients et à être résilients. Ça, c'est la vraie, la difficulté du coach, de l'entraîneur, du personal trainer. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, je pense, ça n'est pas assez abordé dans le cursus de formation. C'est des choses dont on nous parle très peu. On n'est pas formé. On nous parle finalement également que peu, parce que tu nous en as pas mal parlé tout au long de ce podcast. C'est la notion de compréhension de comment fonctionne le cerveau, le circuit de la récompense, etc. Ça, c'est des choses qui ne sont, encore une fois, pas ou très peu abordées et qui, pour moi, ont toute leur place dans une formation et qui devraient être même les éléments fondateurs avant même de parler de technique, d'enseignement, de quoi que ce soit. Comprendre qu'à un moment donné, tu vas te retrouver face à des gens qui vont vouloir tout de suite et qu'il va falloir être en capacité de les raisonner, de les accompagner, de leur donner un sens, alors de donner du sens au travail qu'ils vont pouvoir fournir. Ça, c'est hyper important. Il y a une phrase que j'aime Oui. beaucoup, tu sais, c'est Patrick Mouratoglou, qui est célèbre coach de tennis, dont tu connais peut-être, Ouais, ouais, qui carrément. était l'entraîneur de Serena Williams. Je le prends très souvent en exemple parce que c'est vraiment un mec que j'admire profondément. Euh, il disait, moi, tous les jours, le but du jeu, c'est d'amener tous les jours les tennisman que j'accompagne, c'est de les amener tous les jours à avoir une victoire dans leur journée. Parce que, en fait, la victoire, c'est ce qui nourrit la motivation et la discipline au quotidien. Et il disait, cette victoire, elle peut être complètement elle peut être très simple, ça peut être des choses très très simples. Ne serait-ce que par exemple de se dire je vais me lever ce matin, je vais prendre une douche froide. J'ai introduit notre propos de la suite. Ça c'est une Ah, victoire. De se dire putain, je sors de mon lit, il fait froid, ben regarde, je vais aller prendre ma douche froide. Ouais, ouais, ça me fait chier d'y aller. Ouais, ça va être dur. Mais par contre, à la sortie, tu vois, tu as cette satisfaction de te dire bah c'était dur, ça m'a demandé quand même de faire un effort, mais à la sortie, regarde, je l'ai fait. Bah, c'est une victoire. En réalité, tu n'as rien fait d'exceptionnel. Tu n'as pas fait une performance. Mais par mm, contre, tu as su te discipliner. Aujourd'hui, bah, par exemple, je vais me discipliner en prenant, je ne sais pas, 15-20 minutes à faire du travail postural, à faire du travail d'étirement, d'assouplissement, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'élémentaire sur lequel j'insiste beaucoup, notamment, tu vois, avec les jeunes gymnastes que j'entraîne, parce que quand tu as des enfants, je peux te dire que s'il y a bien l'une des meilleures écoles de l'entraînement, c'est d'entraîner des enfants, parce qu'en termes de frustration et en termes de patience, on peut pas dire que c'est ce qui est de mieux. ah bah Mais oui. une fois que tu commences à maîtriser un petit peu, tu vois, les codes de l'entraînement chez les enfants, derrière, quand tu vas avec des adultes, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Ça, c'est clair et net. Ouais, c'est sûr. Bah, tu vois, j'introduis ce travail sur le froid. Ouais, Pour cette personne, ça peut être sa victoire.
si l'étape qu'elle respecte dans le froid l'amène sur une victoire. Tu vois. Et Complètement. là, ça va vraiment venir sur ce froid. Ça veut dire que le froid, actuellement, c'est trop bien. Tout le monde doit faire ça. C'est Ouais. exceptionnel. Vous allez voir, vous allez mieux vous ressentir dans votre vie. Vous allez être moins fatigué. Vous allez plus tomber malade. Vos perfs, elles vont s'améliorer. Mais comment croire à ça? Ça peut pas être possible. Ça peut pas être possible. Tout ce qui paraît miraculeux, de toute manière, c'est qu'il y a un loup derrière, tu vois. Et par exemple, qu'une personne se lève le matin et se dise, allez, j'ai vu un reportage sur Wim Hof ou j'ai vu John qui en parlait avec Thibaut sur le froid. En fait, c'est juste se dire quelle étape je dois faire dans un premier temps pour que ça soit une victoire. Et en fait, tu vois, par exemple, une douche froide, pour la plupart des gens, ça sera déjà bien trop intense. Et on en revient un peu à ce qu'on disait bah, par le passé, là, juste sur le podcast, euh, il y a beaucoup de gens qui font des séminaires, des week-ends, même j'ai vu des trucs un peu séminaires entreprises avec du froid, des bains froids, machin. Les gens, en fait, ils sortent de ça en se disant, ouah, papa, c'est un truc de fou, machin. Ça tient un mois. Ouais. Parce que on n'a rien fixé. C'est juste, on a montré le côté un peu magique du froid, le côté, on va dire, sensationnel. Mais en fait, ce côté sensationnel, si tu mettais pas du froid, que tu mettais du chaud, si tu mettais pas du froid, mais que tu mettais une sortie en raquette, de toute manière, il y aurait été. C'est dans un environnement qui est propice à ça. T'es en gros en vase clos où t'as pas pensé à ton taf, t'as pas pensé à ta famille, t'es avec des potes ou t'es avec des gens que tu partages une expérience. Comment veux-tu que ça se passe mal? C'est impossible. Donc après, je dis pas que les formateurs de ces gens-là, de ces week-ends-là, sont pas bons. Ils sont bons quand même. Sinon, ça serait une mauvaise expérience. Mais comment veux-tu penser que le froid, c'est trop bien parce que j'ai fait 2 jours où j'ai fait une immersion dans un bain à 0 degré? C'est impossible. D'accord? Là, c'est juste, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, en fait, je vais te mettre sur une séance, je vais t'envoyer un peu les hanches, tu vas faire un muscle-up, tu vas sortir du truc en disant, oh putain, c'est bon, je veux faire de la gym, je m'inscris Ouais, c'est à ça. la gym, et en fait, on va te C'est redire, exactement ça. attends, faut refaire du holo, faut reprendre ton arche. Quoi? Mais on m'a pas vendu ça, moi. Ouais. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec le froid, en fait. Ouais, Le bien froid, sûr. c'est tout à fait ça. Ça veut dire que il peut être tout autant destructeur que bénéfique. Et j'ai même envie de te dire, il peut être bien plus destructeur qu'il peut être bénéfique. Parce que pour être bénéfique, faut quand même le faire et vraiment se dire je suis rigoureux. Mais toutes les personnes qui vont vouloir l'essayer parce qu'ils ont vu un petit reportage qui les a stimulés en disant ah putain mais moi je me retrouve dans cette personne là. Elle disait qu'elle avait pas d'énergie, elle disait qu'elle était fatiguée. Mais qui n'est jamais qui a tout le temps de l'énergie ou n'est pas fatigué? Ça n'existe pas en fait. Ouais. Donc en Ça fait serait quand tu dis ça va sous-entendre, ça serait permettre. sous-entendre que telle ou telle méthodologie, et encore une fois, la notion de miraculeux, c'est exactement ce que tu relèves dans ton propos. Là, il faut bien partir du principe que tout ce qui peut paraître miraculeux, ça va pas aller bien loin. Encore une fois, Eh oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les méthodologies, que ce soit de la neuro, que ce soit le travail par le froid, que ce soit peu importe la méthodologie, en fait, c'est ni plus ni moins des outils dans lesquels on va aller piocher. C'est une phrase que je reprends très souvent. Moi, je dis souvent, il faut avoir la boîte à outils la plus complète possible et être capable d'utiliser le bon outil au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne eh dans un oui, c'est contexte, sûr. dans un contexte déterminé. Tu as des gens qui vont te dire, moi, putain, alors là, moi, je suis là en ce moment-là, je suis dans une période, je fais des bains froids. Là, tu vois, j'en vois, hein, tu sais, qui ont acheté les piscines, les machins, les ci, les ça, là, qui font des bains froids. Bah, très bien, génial, super. Déjà, d'une, combien de temps ça va durer. Mais par contre, qui à côté de ça, vont en boîte tous les week-ends, se mettre des races de l'espace, ont une hygiène de vie complètement cataclysmique, ont un sommeil, je t'en parle même pas, et après ils te disent, ouais, mais tu sais, moi je suis carré, là en ce moment, là je suis sur un protocole de froid, machin. Mais ferme C'est ta sûr. gueule, qu'est-ce que tu Eh racontes? oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne fais pas de froid, ne mets aucun protocole en place, sois juste normal, et ça sera 1000 fois plus bénéfique que de vouloir faire croire que tu fais des protocoles, des machins, des ci, des ça.
Mais Soyons clairs. t'impressionnes personne à dormir 8 heures par nuit. Par contre, faire Ouais, du puits d'eau froide comme Guillaume le fait sur ses vlogs et machin, bah en fait, bah, t'impressionnes ton monde. ouais, Donc, ouais, bien j'ai sûr. rien contre Guillaume, on en a parlé. Mais dans ce qu'il met en avant, attention, il est très intelligent de ne pas dire que lui, il forme et qu'il dit à tout le monde de faire ça, parce que là, Ouais, il bien sûr. montre juste son propre entraînement. Mais t'en as combien qui vont mal l'interpréter et qui vont se dire, ah ouais, putain, parce que Si Guillaume, lui c'est le un fait, je vais le mentor, tu faire. peux dire. Ouais. Mais oui, c'est un mentor, on peut dire ce qu'on veut, on l'aime ou l'aime pas, c'est un mentor, on Mm. l'écoute. Et en fait, la problématique, c'est tous ceux qui, moi, quand il met ça, des fois, il arrive à me taguer ou il m'en parle, et je vois un peu les messages. Ah ouais, trop bien, je vais tester, je me suis acheté une poubelle, machin. Mais mec, ça se trouve, tu vas partir au crash test. Ça se trouve, ton système, il va partir en live, en fait. Mais en fait, on s'en rend pas compte. On voit juste, putain, Guillaume, il l'a fait, alors qu'il a toujours dit qu'il avait détesté le froid. Mais les gars, vous voyez ce qu'il, lui, il fait dans ses entraînements, comment il prend soin de lui, le temps qu'il a mis pour en arriver là. Et encore, je peux te dire, si tu en parles avec lui du froid, c'est pas non plus un truc gagné, parce que c'est jamais gagné. Là, quand il a fait sa dernière sortie, je peux vous dire que il en sort pas fier, je pense. Tu vois, Ouais, dans le bien sûr. sens où si ta vie elle est un peu en jeu, tu t'es pas à te dire bah trop bien, j'ai fini comme ça, tu vois. Donc c'est Ouais. là où il faut vraiment se tempérer. Tu vois, moi la première chose que je dis aux gens pour thérapie par le froid, c'est ben le matin tu te lèves, tu mets le plus froid, tu mets tes mains et tu les laisses 1 minute dans le froid. Bah déjà tu fais ça sur 15 jours. D'accord? Si à un moment donné ton système il recrée pas de la chaleur dans tes mains, bah va pas faire une douche froide, c'est bien trop Bien poussé, trop tu vois. violent. Ouais. Eh ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment ces choses-là qui sont importantes. Moi, j'ai pu faire les pires conneries du monde, mais je les ai pas exposées. C'est simplement, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, les gens maintenant qui font ma thérapie par le froid, je vais leur donner des clés que moi, j'avais pas quand j'ai testé. Je veux dire, j'ai testé des protocoles de froid, j'ai perdu 3 kilos en une semaine, hein. Je ne l'ai Ouais. pas mis en avant, alors que je pourrais le mettre en avant et que ça soit vendeur. Mais non, parce que c'est la pire bêtise que j'ai pu faire, mais je ne le savais pas parce que je savais pas l'impact que pouvait avoir le froid. Et c'est là encore une fois Donc où voilà, c'est où la notion de. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de beaucoup mettre en avant. En tout cas, c'est peut-être l'une de mes plus grosses fiertés en termes d'encadrement des personnes. C'est que moi, j'essaye toujours tu vois, de donner du relief à ce que je dis et à ce que je fais, dans le sens où quand je fais quelque chose, je dis pourquoi je le fais, j'explique pourquoi je le fais, et surtout, je le contextualise. Tu vois, de dire tu vas faire telle ou telle chose, machin, etc. Moi, je suis quelqu'un qui suis profondément, euh, qui ait besoin de comprendre le fonctionnement pour faire. J'aime pas, j'aime pas faire du bête et méchant au sens où moi tu me dis de faire quelque chose, j'ai trop besoin, je suis à la fois cartésien mais à la fois j'ai besoin d'avoir une explication concrète. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je pars toujours du principe que si tu veux que quelqu'un s'y tienne, si tu veux que quelqu'un soit appliqué et impliqué dans un système d'entraînement ou peu importe la tâche dans laquelle il va s'engager, il faut que la personne en face, elle ait de la lisibilité, qu'elle comprenne. Aujourd'hui, tu vois, si on fait un comparatif avec le système scolaire, pourquoi le système scolaire aujourd'hui, à mon sens, est complètement en échec? C'est parce qu'aujourd'hui, on est incapable, le système scolaire est incapable de donner de la lisibilité à ce qu'on te fait faire à l'école. Je vais vous prendre un exemple très parlant. Il y a un peu plus d'un an, j'ai un an et demi, j'ai racheté une baraque, etc. On a fait pas mal de travaux dedans, pas mal de travaux dans la maison. Et bah, on a été amené à checker de temps en temps, tu vois, si les murs étaient droits, etc. Pour de la pose de carrelage, pour de la pose de parquet, etc. Et tu sais, tu fais la fameuse règle de 3, 4, 5 pour, voilà. Donc, qui en réalité te ramène au théorème de Pythagore. Mais en réalité, si moi, Pythagore, quand j'avais été à l'école, moi qui n'étais pas quelqu'un du tout, mais du tout scolaire, si quand j'avais été à l'école, le prof de maths, le jour où il m'a introduit Pythagore, il nous avait mis par groupe de quatre, aux quatre coins de la classe, et qui nous a dit, ben voilà, on va introduire une nouvelle notion. Aujourd'hui, on va vérifier si les angles de la classe sont droits, et qui t'introduit Pythagore comme ça, et qui t'explique que peut-être dans ta vie, le jour où tu vas devoir faire des travaux, où tu vas devoir faire, je sais pas, tu vas devoir vérifier pour X ou Y raison qu'un angle est droit, que tu vas devoir avoir besoin de Pythagore, je peux t'assurer que ça aurait peut-être bien changé ma vision des mathématiques.
C'est même une Là, certitude. Parce là qu'aujourd'hui, où je suis on te donne pas de profondeur. Aujourd'hui, regarde, si je te prends l'exemple encore une fois, sur le plan scolaire, si on te donne l'exemple de l'histoire, l'histoire, on te fait apprendre des dates comme un con. Par contre, on te dit, bah, tu vois, par exemple, la Révolution, quand tu vois qu'aujourd'hui, les gamins, tu as 50% des gamins qui sont incapables, qui sont nés après 2000, qui sont incapables de donner la date de la Révolution française, qui sont incapables de te dire que ça a eu lieu en 1789, je trouve ça quand même dramatique. Mais en réalité, quand on te donne des cours d'histoire, est-ce qu'on t'explique que l'histoire est quelque chose de capital pour vivre, pour comprendre le monde actuel dans lequel on vit? Pas du tout. Là où je suis d'accord avec toi, et il y a une notion où je ne le suis pas totalement, c'est que il y a beaucoup d'enfants, tu peux leur expliquer que le théorème de Pythagore, quand ils vont être grands, ils vont faire une maison, machin, Je suis d'accord. c'est pas parlant de suite. Donc toi, t'es comme ça. Moi, j'ai ma belle-fille qui a 10 ans, elle a une mère qui lui explique tout et elle a besoin de ça aussi. C'est pour ça que je souriais quand tu m'as dit que tu avais besoin de ça. Donc là, je suis d'accord. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est le fait de leur faire faire. Et cette notion d'aller Faire prendre faire. les angles dans le coin, c'est une notion de jeu. Hmm. Et en fait, si tu restes dans cette Pédagogie. notion de jeu, ben, automatiquement, ils vont rentrer là-dedans. Tu vois, moi, c'est le même principe dans l'entraînement que je propose. C'est le même principe pour tout. C'est que si tu leur laisses une notion de jeu, tu vois, donc attention, on n'est pas dans le fait de dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais ma compagne, avec son ex-mari, ils étaient beaucoup dans la notion de Montessori, tu sais, Ouais, ouais, bien sûr. l'éducation par le fait de Très bien. pratiquer tout ça. Mais Ouais. en fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de Bien faire sûr que ça, c'est tu extraordinaire. vois. Donc après, je reviens pas, je suis pas assez compétent dans le domaine pour dire est-ce qu'on peut le faire avec l'éducation nationale. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que bah, il faut arriver à refaire pratiquer les gens. Mais la problématique qu'on a, nous, en tant que coach, si on revient en tant que coach, ou même quand je parlais de thérapie par le froid, c'est de se dire, bah, de toute manière, si nous, on n'attire pas les gens, en gros, sur des choses qui tapent un peu du poing sur la table, ou qui vont donner du rêve aux gens, de toute manière, ils viendront pas nous voir. Tu vois, là, je sais pas combien de temps ça fait qu'on discute, 1h30. Combien de personnes vont voir, et ça on peut le voir dans les paramètres YouTube, vont voir la vidéo de A à Z. Mais c'est peanuts. Maintenant, si tu avais fait, Thibaut, un, un réel, un short avec des tips ou avec des trucs où entre guillemets, ça montre la poudre aux yeux, mais t'inquiète, allez prendre les 10 000 sans aucun problème. Donc après, la question, c'est juste se dire, ben, est-ce que nous, dans notre fonds propre, ben, ça nous gêne de vendre du rêve alors que c'est pas du tout la philosophie. Donc ça, c'est un peu vendre son âme au diable pour moi. Ou Mhm. est-ce qu'on reste un peu dans ce qu'on est, mais on doit quand même bien penser que ben, de toute manière, si on veut attirer du monde, si on veut vendre des coachings, des programmations, de la formation, ben, faut quand même être là-dedans. Moi, j'ai jamais autant raccourci les vidéos que je fais à la fois pour les coachs Ouais. pour Fit Process et à la fois les contenus que je mets sur mes réseaux sociaux. Là, Florent Paillasson, on en discutait. Il me disait, mais John, t'es bien sympa avec tes vidéos de 30 minutes. Moi, je les regarde. Ça me fait plaisir, mais t'as combien de personnes qui va les regarder? Ouais, je suis C'est d'accord. bon, maintenant, je fais des vidéos 5 minutes pour un nouvel apprentissage. J'ai l'impression que c'est encore trop long, tu vois. Mais tu vois, Donc, je partage complètement, complètement ce que tu dis. Tu vois, moi, j'essaye de faire des vidéos, par exemple, thématiques également, sur des thématiques bien précises. Pareil, mais tu vois, sur 10 minutes, un quart d'heure, c'est très, très, très. Moi, ça me demande vraiment un véritable effort parce qu'en fait, je suis quelqu'un de profondément entier. Et moi, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui me fait énormément défaut, c'est que je ne sais pas tricher. Je ne sais pas mentir aux gens. Donc, pour moi, c'est un vrai problème dans le business. Ça, c'est clair et net. Toutes les personnes que j'ai reçues jusqu'à présent et que je reçois et que je recevrai sur ce podcast sont des gens francs, entiers et parfaitement honnêtes et intègres. Donc, on aura forcément toujours la même conclusion autour de ça, que personne ne vendra jamais son âme au diable. Ça, c'est clair et net. Néanmoins, la plupart des gens que j'ai déjà reçus et que je m'apprête pardon, à recevoir sur ce podcast,
tout le monde a eu une réussite ou a été capable de créer un business, etc. autour de ça. Donc, ce qui veut bien dire que même si des fois, ça doit prendre du temps, même si des fois, bah, on a l'impression de pas forcément avancer, il y a toujours une issue. Et moi, je reste persuadé que ces valeurs-là d'enseignement, etc., euh, reviendront à un moment donné d'actualité. Je pense qu'il faut juste être patient, il faut juste accepter de laisser faire le temps au temps, entre guillemets. C'est aussi pour ça que je me suis engagé, tu vois, dans cette voie du podcast, parce que pour moi, le podcast a été un formidable outil d'apprentissage. Et je voulais apporter, tu vois, un petit peu mon humble contribution au fit game, entre guillemets. Alors, pas forcément que le fit game, parce qu'il y a d'autres gens qui regardent, tu vois, des gens qui sont pas forcément intéressés par le milieu, mais qui écoutent les épisodes pour un tas de raisons. Et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important de partager les connaissances et les compétences qu'on a. Et puis après, bah, prendront les informations, etc., à qui veut les entendre, entre guillemets. Et je pense qu'il faut pas en effet, tu vois, tous les gens qui sont un peu sur du référencement, du putaclic, etc., c'est des gens qui ont la nécessité et l'envie d'aller vite et d'avoir une reconnaissance d'une certaine hype le plus rapidement possible, parce qu'en effet, le référencement aujourd'hui, les algorithmes font que ça fonctionne comme ça. Moi, en réalité, tu vois, juste avant de commencer, tu me demandais un petit peu si ça avait bien marché les premiers épisodes. Je peux pas te dire, en fait, parce que les statistiques, je m'en fous complètement. En fait, je fais ce podcast par plaisir, par envie d'apporter une petite contribution et de pouvoir échanger avec des gens qui, je pense, sont brillants. Alors, même si derrière, forcément, à un moment donné, il va falloir quand même y porter attention, tu vois, pour la simple et bonne raison, c'est que peut-être que ça va permettre de prendre des orientations sur des thématiques plus ou moins sur lesquelles les gens portent plus ou moins d'intérêt. Mais l'aspect, tu vois, purement statistique, machin, etc., les commentaires, les ci, les ça, en réalité, je les regarde parce que ça permet de donner des orientations, mais tout ce qui est commentaires négatifs, moi, tu vois, Ouais, ouais. ça me laisse Après, perpendiculaire au sol, entre guillemets, tu vois. le fait de savoir combien de personnes visualisent, je suis pas totalement d'accord avec toi sur le fait que ça t'intéresse pas. Parce qu'en fait, donc attention, je dis pas que c'est ta notion première, Ouais, mais tu vois, on est un peu pareil. Moi, je le cache pas. Quand je fais des vidéos, je regarde s'il y a des vues ou pas. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu te rends compte, là, ça nous prend du temps. Même si ouais. c'est notre passion, on est content. Mais Je moi, vois où quand tu je veux fais en une venir. vidéo, quand je fais un réel, quand je fais 5 minutes d'un nouvel apprentissage, quand je fais des vidéos pour Fit Process et qu'il y a un coach, c'est pas le cas, mais s'il y a un coach qui regarde mes vidéos, voire zéro coach, je fais plus, je ferai Oui, je suis plus. d'accord. Je Tu suis vois. d'accord. Donc, Alors, moi, je me suis, il je y me a suis, cette je me suis mal notion je aussi, me tu vois. suis mal exprimé et je te rejoins complètement dans le sens où, quand je dis le nombre de vues ne m'intéresse pas, ou le nombre de likes ou quoi que ce soit, quand je dis je m'en fous au sens où que la vidéo, tu vois, elle fasse 25 000 vues ou qu'elle en fasse 1000. Ça va pas me conforter dans le bien fondé de ce que je fais ou pas, si tu veux. Par contre, Oui, en oui, effet, c'est en effet un indicateur de dire, bon, bah, est-ce que ça vaut le coup que je je consacre du continue. temps à cette tâche Ouais, qui, à la sortie, ça n'apporte rien, entre guillemets. Alors, c'est pas forcément apporté en termes de business, en termes de revenus, en termes de quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a peut-être des thématiques où des fois, je vais me rendre compte et me dire, bah, tu vois, cette vidéo, peut-être qu'elle a moins bien marché, bah, peut-être parce que cette thématique, elle intéresse moins les gens. Donc, attention, quand je dis que c'est en réalité, bien sûr que je regarde le nombre de vues, mais pour moi, ça n'est pas un indicateur de qualité de ton travail. Parce qu'en oui, réalité, oui. tu Ah, te mais rends oui, compte c'est que sûr. tu te rends compte que tu as des gens qui font des millions de vues et bah, avec un contenu, mais qui n'apporte absolument Oui, rien. oui. Enfin, Non, mais c'est sûr. à mon sens en tout cas, qui est du divertissement, et très bien, hein, c'est louable, il faut du divertissement, mais en tout cas, c'est pas la tranche sur laquelle je Ouais. m'oriente. Donc voilà, après, c'est un, Non, mais c'est un c'est sûr. parti pris. Ouais. J'en profite d'ailleurs, je voulais qu'on aborde un petit sujet pour terminer cet épisode. Vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux là, ces derniers jours, si vous suivez John.
ou si vous me suivez, on va lancer un Summer Camp cet été, de Summer Camp Experience 2K24. Donc Oh, un concept qui est assez à la fois novateur, mais à la fois qui ne réinvente pas la roue. J'ai décidé donc de faire un Summer Camp sur 4 jours, dont tu feras partie, John, avec Mathilde Heinrich, que je vais recevoir très prochainement sur ce podcast, et également Kevin Kazermaker, qui nous fera un petit coucou également sur l'un des épisodes du No Way Podcast. Et l'objectif, donc, du coup, c'est de proposer un summer camp sur 4 jours avec ta participation, celle de Mathilde et celle de Kevin, et bien entendu ma participation sur de la gym, sur de l'haltéro, sur de la neuro, de la posturo et également peut-être d'autres thématiques dont tu nous as parlé dans ce podcast ouais, qui sont carrément. abordées. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot un peu de pourquoi tu as accepté de rejoindre ce projet que je t'ai proposé il y a maintenant quelques semaines, voire quelques mois, et quel sera ton objectif un petit peu pour que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui puissent avoir quelques billes, en tout cas, savoir ce qui les attend au cours de ce séminaire. Je mettrai bien entendu les dates en description de ce podcast. Bah, du coup, le pourquoi, parce que ça m'intéressait, tu vois. Il y a un jour, on s'est appelé parce qu'on discutait un peu de prépa, tout ça. On a passé 1h30 au téléphone, comme aujourd'hui, on a l'impression que ça faisait 5 minutes. Et, Exactement. euh, voilà, c'est là où je t'ai parlé un peu par rapport à toi, la pratique que tu pouvais avoir, que toi, tu commençais un peu à t'intéresser un peu à la neuro. Et du coup, ben, on a essayé de regarder comment on pourrait lier ça sur ce Summer Camp Experience. Et je trouvais ça super intéressant parce que, ben, premièrement, ça permet aux gens de comprendre un peu cette notion-là. Parce que moi, ben, cette notion, ben, je l'amène beaucoup avec le système, là, 100%, mais ben, des gens, là, il va y avoir des gens que je connais pas, qui me connaissent pas, donc c'est toujours intéressant pour eux. Et après, ben, le but d'être en petit nombre, à la fois pour le coaching, ben, pour vous, pour la gym, pour l'haltéro, pour la nutrition aussi avec Mathilde, ça va être vraiment aussi exceptionnel. Bah, c'est de faire en sorte d'être qualitatif. Ça veut dire que bah, moins on va être nombreux, plus je vais pouvoir regarder un peu individuellement ce qui peut se passer et vous expliquer un peu ben, les tenants et les aboutissants de ce travail un peu posturaux. Comment on ne peut pas améliorer une gym efficacement si déjà on a des déséquilibres posturaux? Quels sont les capteurs du corps qui vont vraiment être importants pour améliorer la motricité? Voilà, ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles je souhaite intervenir. En tout cas, il y aura une véritable synergie parce que l'objectif qu'on s'est un petit peu fixé durant ce Summer Camp, comme son nom l'indique, Summer Camp Experience, c'est vraiment l'objectif, c'est de vous proposer une expérience de coaching absolument exceptionnelle. J'insiste sur le côté exceptionnel et sur le côté qualitatif de la chose, puisque l'objectif sera, dans un premier temps, sur la première journée, que tu puisses établir un profilage sur chacun des participants afin que derrière, on puisse leur apporter un coaching extrêmement pointu, extrêmement précis et individualisé, corrélé bien entendu avec les aspects de l'alimentation et de la gestion hormonale que Mathilde pourra nous amener. Donc je pense que ça va être vraiment un truc assez solide et c'est surtout quelque chose qui n'a encore jamais été proposé. Bien entendu, c'est un summer camp qui s'adresse absolument à tout le monde, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, tout le monde y trouvera un intérêt puisque comme je l'ai indiqué, il y aura une véritable individualisation de l'entraînement. Et au cours de ce summer camp, vous aurez à la fois du travail en termes de training et en termes d'expérience de coaching, mais bien entendu des activités extra CrossFit, extra training qui vont être vraiment top du top, avec notamment du rafting, de l'escalade, de la trottinette tout-terrain, bref, tout un tas de choses. Ça se déroulera dans le Nord Ardèche. J'ai plus exactement les dates en tête. Je crois que c'est 28, 29, 30 juin. Je crois que c'est ce week-end-là. J'ai même plus exactement Ouais. en tête pour tout vous dire. Mais je vous remettrai bien entendu toutes les infos
en description. Ça va être vraiment une expérience assez incroyable et on vous attend nombreux, sachant que le nombre de places est relativement limité parce qu'on veut rester sur quelque chose d'extrêmement qualitatif. Voilà, Du écoute, 27 au 30 juin, 27 au 30 juin. Voilà, pour la exactement. confirmation sur les dates. Écoute, John, vraiment mille merci Merci à toi, ton temps, pour ton expertise. avec plaisir. C'était vraiment passionnant. Je pense qu'on sera sans doute amené à refaire peut-être un épisode ensemble. N'hésitez pas, si vous visionnez ce podcast sur YouTube, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ça aide également pour le référencement. Ça aide également aussi à ouvrir le débat et à la discussion sur les thématiques qu'on a pu aborder. Pardon. Bien entendu, cet épisode sera disponible sur toutes les plateformes: Apple Podcast, Spotify, Deezer, Sound et bien d'autres plateformes. Donc, je vous encourage vivement à aller écouter cet épisode. Sur ce, John, je te dis à très vite et je vais finir, Merci en comme tout cas. d'habitude, cet épisode par ma petite phrase. Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant, donc n'hésitez pas à aller à contre-courant, ça ne peut que être bénéfique pour vous. Je vous dis à très vite. John, merci encore de ton temps et de ton Avec grand expertise. plaisir. Allez, ciao.